3, 2, 1, 0. Bonjour, c'est Bruno Salomon. Quel plaisir de vous retrouver dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris. C'est la rentrée, vacances terminées pour nous désormais en audio, en vidéo. Vous nous retrouverez toute la saison, bien évidemment. J'espère que vos vacances se sont bien passées entre crème solaire, JO et un peu de mercato, pas trop avec le Paris Saint-Germain. Ça va, ça n'a pas trop été énervé ces derniers temps. Vacances d'ailleurs qui ne sont peut-être pas terminées. Certains d'entre vous sont peut-être, je sais pas moi, en train de nous écouter là, maintenant, tout de suite. À la piscine, à la plage, à la montagne, peut-être à la maison, tout tranquillement, en train de faire des petites choses pour passer le temps pendant ces vacances. Petit vénard ou vénarde, vous avez bien raison d'en profiter, de vous reposer. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi le PSG, grâce peut-être aux Jeux Olympiques, m'a pas trop manqué, et peut-être aussi grâce à mes vacances. Et puis derrière, voilà, j'étais bien content de les retrouver vendredi dans ce match face au Havre avec cette saison 2 de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain. Il est encore plein d'enseignements et à voir avec le coach parisien, l'Espagnol, qui a repris en main cette équipe. Allez, on s'installe, Petit indice 30, on se rappelle, c'est obligatoire pour pas prendre de coups de soleil. Je déclare officiellement la saison 4 de 100% PSG, la tribune, ouverte. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de 100% PSG, la tribune, le PSG qui ne rate pas son entrée en championnat. Victoire vendredi 4-1 au Havre pour la première journée. Retour sur cette rencontre et sur l'actualité du week-end dans le j'aime pas. Ça ne change pas. Avec la blessure de plus de 3 mois de Gonzalo Ramos, faut-il recruter un numéro 9? Ce sera la première question de la saison. On se posera ensuite la question des jeunes, Mbaye ou Zag. Lequel peut s'imposer dans une rotation au PSG? On parlera de la course au titre. Est-ce qu'elle s'annonce plus compliquée cette saison? Enfin, retour sur le mercato avec Ugarte, Danilo, Soler, Skriniar, Kimpembe. On vend ou on vend pas? Je vais poser la question bien évidemment à nos débatteurs de ça et du reste. On en parle dans 100% PSG la tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Matt Ford de Nice Matin SoFoot est avec nous. Salut Matt. Salut. Le retour, non franchement, il aura fallu la saison 2024-2025 faire partir Kylian Mbappé pour que tu reviennes avec nous, ça me fait plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas revu. Bienvenue mon Matt. J'avais plus le droit de venir, hein. Kylian Mbappé il a mis son veto. Donc, voilà, c'est ça. Donc maintenant qu'il est plus là, qu'on a enfin débarrassé de ce monsieur, on va pouvoir parler dans la joie et l'allégresse et la sérénité. Effectivement, j'espère que tu regarderas bien évidemment les matchs du Real Madrid toute la saison sur les antennes de certaines chaînes, puisque à première vue, ça tu peux le suivre sur des chaînes sans trop de difficultés. Romain Bédouc de France Bleu Paris, le Club des 5. Salut Romain. Salut à tous. Je suis très heureux d'être là. Toi, tu as tenu l'antenne tout l'été. Il a été là tout le temps. Bon, il n'y a pas encore eu de vacances. Moi. Voilà, c'est ça. Les vacances, il connaît pas. Je crois que Matt, pendant son absence, il était sur 100% Stade Malherbe de Caen, la tribune, et donc il a été viré de là-bas. Ça s'appelle Allô Malherbe. Voilà. Ça s'appelle Allô Malherbe. Et je vous le conseille, puisqu'on le rappelle, Kylian Mbappé est désormais propriétaire à 80% du club de Caen avec une de ses sociétés. Enfin, lui aussi n'a pas chômé de tout l'été avec les Jeux Olympiques. Il a suivi les Bleus. Il nous a ramené une médaille d'argent, pour l'équipe de France masculine de Thierry Henry. C'est Julien Froment du service des sports de Radio France. Salut Julien. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue le à toi. Stakhanov du service public. Ah bah là, il a fait toute la France, Nantes, Saint-Étienne. l'Euro avant aussi en plus. Tout à fait, c'est ça. Ah ouais. Voilà, et là il est bien. Là, tu vois, je suis à point là. Il est frais, effectivement. Ah, il y a la famille, il y a la famille de Matt qui est là. Il y a la famille Fort qui est arrivée. Ils partent à la jardinerie, mais l'enfant de 9 ans est un peu dur à décoller du canapé. T'embrasses Gab, t'embrasses Oriane, t'embrasses toute la famille, bien évidemment. Messieurs, c'est donc reparti pour un tour pour ce PSG qui, j'avoue, sur le côté, on se l'est dit tout à l'heure, ça nous avait plus ou moins manqué cette saison, puisque il s'est passé quand même plein de choses pendant l'été. Il n'y a pas eu de tournée, donc on n'a pas eu besoin de se coucher tard ou de se lever tôt pour regarder les matchs. On a eu 2 petits matchs amicaux. Et puis il y a eu, bien sûr, ce projet, on va dire le projet Junior Club, j'ai envie de l'appeler ça comme ça. Ça fait un petit peu désormais le PSG recrute entre 19 et 22 ans. On reviendra sur les recrues puisqu'il y a eu des nouvelles têtes qui sont arrivées. Il y a bien évidemment eu ce match du côté
du Havre. C'était vendredi, l'ouverture du championnat. But de Kanginli, but de Dembélé, but de Barcola, but de Kolo Muani. Les 3 derniers buts ont été inscrits dans les 5 dernières minutes. Paris est deuxième au classement, oui, du côté de Marseille déjà. Des défilés, des fumigènes ont été craqués pour la première place pour la première journée de championnat du côté des supporters de l'OM. Les amis, on va attaquer par ce Paris Saint-Germain face au Havre et puis aussi sur l'actualité du week-end parce qu'on rappelle que Gonzalo Ramos, on a appris la blessure de Gonzalo Ramos, on a appris aussi la signature de Désiré Doué. Bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées ce week-end pour le PSG et j'attaque avec toi, Julien, avec ton j'aime. Qu'est-ce que j'ai aimé moi de ce... Si. J'ai beaucoup aimé Vitinha. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un Paris Saint-Germain Alors, ceci n'est pas un podcast de 2023-2024. Non, mais on l'avait déjà dit, on a aimé Vitinha, mais c'est reparti. Un petit Tout le monde bisou finalement à l'a dit Gary à la de fin. Jésus, On qu'on embrasse bien fort. On Gary, n'était pas beaucoup à le dire au début. le fan club de C'est vrai. Vitinha, mais mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça y est, ce PSG est entre guillemets, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais libéré de Mbappé, de Verratti, de Neymar, de Messi, de tout ça. Donc du coup, ça permet à des joueurs maintenant de prendre leur en pleine mesure, leur place entière dans l'effectif. Et là, Vitinha, franchement, le match face au Havre, on a vu un Vitinha au diapason, un Vitinha qu'on avait déjà vu aussi la saison passée. Je crois qu'à la mi-temps, il était à 74 ballons touchés, des passes qui cassent des lignes. Enfin, franchement, voilà. Il a on va dire qu'il a tout pour être le patron de cet entrejeu. Et ça faisait plaisir. Et puis j'ai lu, alors après, j'ai pas eu la confirmation de l'info, mais sur les réseaux sociaux, je crois que c'est Jamel qui a dit ça, que c'est lui maintenant qui allait tirer les pénaltys cette saison. C'est aussi Bien, ça. la preuve que Vitinha, il prend vraiment une dimension supérieure, on va dire, au Paris Saint-Germain. Après un Euro aussi qu'il a passé quasiment dans la peau d'un titulaire avec la Seleção. Mathieu, Vitinha taille patron. En tout cas, c'est vrai. Même il y a une séquence qui tourne sur les réseaux sociaux du moment du penalty, Ouais. effectivement, où Dembélé veut aller le tirer, où Vitinha va lui parler, lui dit on laisse Kolo Muani y aller parce que vu l'état de Kolo Muani, il faut lui donner un peu de confiance. C'est le Portugais, ça peut être le patron désormais du Paris Saint-Germain sur le terrain. Mathieu? Tu peux l'avoir dans le sens inverse et tu peux avoir la sensation que c'est Dembélé qui dit à Vitinha non, laisse-le tirer. Donc après, ça, on ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que Vitinha, il a pris une dimension supérieure l'année dernière, une dimension qui a été validée par son excellent Euro. Et tu sens que c'est un joueur qui a franchi un cap et qui là est capable d'être le dépositaire du tempo, du jeu du Paris Saint-Germain. Et là, tu l'as vu, il y a 2 passes magnifiques qu'il fait à Asensio entre les lignes et tout, qui sont exceptionnelles. Donc c'est vraiment devenu un joueur majeur de cette équipe et c'est presque le diapason, quoi. Quand il est bien, on est bien, et quand il est moins bien ou absent, l'équipe s'en ressent. Je vais dire une petite anecdote. On s'est retrouvé avec Julien pour cette rencontre du côté du Havre. Et quand j'ai vu la composition de l'équipe et quand j'ai vu qui était capitaine, j'ai râlé. Sans être à l'antenne. Quand j'ai vu que c'était Hakimi qui prenait le brassard, moi j'ai regardé Julien, je fais mais pourquoi pas Vitinha? Pas Pourquoi une c'est question pas lui? d'ancienneté un peu qui était Tu le plus crois ancien au club peut-être peut-être que... Moi, je sinon, ça aurait été Marquis de toute façon. Mais... Marquis était sur le banc. Ah oui, voilà, mais Vitinha, franchement, c'est en fait ce qui est cool. Je pense que nous, en tant que supporters parisiens, on est les mieux placés pour essayer d'apprendre du cas Vitinha. Apprendre du cas Vitinha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un joueur qui n'est pas forcément à la base prédestiné pour devenir un milieu de classe mondiale peut le devenir. Ça, on ne sait pas. Je pense que non, parce qu'on a eu l'expérience. Enfin, il a eu l'expérience Wolverhampton où c'est vrai qu'en première ligue, il est passé là-bas comme une ombre, mais on savait quand même qu'il avait des prédispositions, tu vois. Vraiment, en fait, pour moi, Vitinha représente véritablement le fait qu'un joueur peut progresser dans un contexte en fonction de ce qui lui est mis et que quand on voit un certain potentiel, et on a vu un potentiel à Vitinha dès le début, en tout cas avec le PSG, on l'a vu dès le début, qui a mis du temps à confirmer, notamment sur la suite de la saison sous Galtier. Mais quand on voit un potentiel, l'enterrer tout de suite ne sert à rien. Il faut essayer de voir si ce mec-là peut pas progresser. Et on avait des discussions de se demander depuis 1 an et demi,
putain, il nous faut un milieu de classe mondiale. Non, non, c'est bon. Là, on n'a plus ces discussions-là parce que Vitinha a été un des meilleurs milieux de terrain de l'Euro. Il aurait pu être dans le 11 type si le Portugal était allé un petit peu plus loin. Il a été un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue des Champions l'année dernière. C'est voire le meilleur joueur du Paris Saint-Germain la saison dernière. Voilà, et il continue comme ça parce que physiquement, il est au top, parce que dans l'état d'esprit, il est au top et qu'en plus, il a un peu de génie dans son jeu, quoi. Et je rappelle que le meilleur milieu de terrain de l'Euro est au Paris Saint-Germain, Ouais, bien plus. évidemment. C'est Fabien Ruiz, improbable, bien évidemment pour beaucoup d'entre nous. On a redécouvert Et c'est mérité, surtout. Fabien Ruiz. Oui, non, mais c'est complètement mérité. Je viens juste rappeler que le meilleur joueur, et là, lui, il est en train de se préparer et il n'a pas joué face au Havre. Mathieu, avec toi, tiens, on va continuer sur notre ligne de j'aime. Qu'est-ce que tu as aimé sur ce week-end, sur ce match, peut-être du côté du Havre? J'ai bien aimé la première de Willian Pacho, qui par moments ressemblait vraiment à s'y méprendre à Presnel Kimpembe de sa splendeur. Et voilà, c'est une recrue qui est arrivée quasiment en 48 heures, quoi. C'est sorti dans les médias et 2 jours après, il avait son beau sourire ultra bright sous nos écrans. Et on était curieux parce qu'on n'est pas tous non plus des habitués de la Bundesliga ni avant du championnat de Belgique parce qu'il jouait à Anvers. Moi, j'ai pas regardé la Copa América par exemple, donc je l'ai pas vu jouer avec l'Équateur. Mais là, sur sa première mi-temps, on a vu tout ce qu'il pouvait apporter, enfin son premier match, tout ce qu'il pouvait apporter, tout ce qui nous manquait. Et j'étais vraiment très agréablement surpris et enchanté de sa sortie. Après, il faudra le voir contre une adversité bien plus grande. Mais je suis très content de le voir parce que c'est vrai qu'on commençait à avoir peut-être un manque à gauche avec la rechute de Kimpembe, le fait que finalement la blessure d'Hernandez, on n'est pas tant d'axe gauche que ça derrière Beraldo et il va faire vraiment du bien. Physique, longiligne, un peu athlétique, qui est pas maladroit avec son ballon. C'est vrai que c'était pas mal pour une première. Alors moi, j'avoue, hein, je suis comme Mathieu, moi je le connaissais pas J'étais un peu un bien. footix, hein, j'avoue, je l'ai pas vu à l'œuvre en bully, donc Mmh. avec Francfort. Mais c'est vrai que pour une première, en plus, alors pour le coup, moi ça fait partie de mes j'aime pas, c'est la tenue de la défense, mais c'est un j'aime pas de contexte parce que tu as aligné une défense, voilà, tu avais Hakimi, Zagué dans les couloirs et donc Pacho et Beraldo dans l'axe. Non, ça ressemble pas vraiment à ce que va être la défense normalement du Paris Saint-Germain. Et malgré ça, c'est vrai que lui a presque été en taille patron, a accompagné Beraldo dans l'axe et a été plutôt saignant, on va dire, dans ses interventions. Il a mis le panard et puis tu sentais que voilà, il dégage pareil une espèce de charisme naturel défensivement. Et voilà, certes, ça a coûté 40 millions d'euros, mais bon, pour le moment, ça a l'air d'être 40 millions plutôt bien investis, on va dire, Ouais. par le Paris Saint-Germain. Face à Leipzig aussi, il avait été plutôt bon sur son Mmh. match amical. Il n'avait pas dénoté du tout. Donc effectivement, assez Il intéressant. peut alterner aussi alors, à Francfort et aussi en sélection. Il alterne arrière-gauche, défenseur central. Donc, Arrière gauche, ça doit arracher si c'est comme Ouais. Presnel à l'époque. Ouais, c'est un arrière arrière. gauche. Après, ça va être un arrière-gauche à Luis Enrique qui va énormément revenir dans l'axe. Et en fait, ce sera un arrière-gauche quand la ligne sera à 4, mais elle sera très souvent à 3 où il reviendra dans l'axe côté gauche. Donc, Ça a un profil un peu Lucas. ouais, voilà, un profil Lucas, exactement. Même Beraldo, hein, c'est un peu similaire aussi. En tout cas, c'est une pioche à suivre, bien évidemment. C'est l'une des recrues du Paris Saint-Germain. On le rappelle, il y a eu Joao Neves. On le rappelle, il y a eu Pacho, il y a eu Safonov, il y a eu Désiré Doué. Et il devrait encore y en avoir quelques-uns, mais on reparlera du mercato dans quelques minutes. Le premier, j'aime pas, peut-être, de ce tour de table. Ah ouais, il faut que je sois bougon tout de suite. Non, mais non, mais je veux terminer sur une note sucrée. Donc, on terminera Ouais. sur ton j'aime pas après. Donc, voilà. Sur mon j'aime. Sur ton j'aime, oui, Ouais. sur ton j'aime. Je suis désolé, j'aime pas Colomani. Voilà. Voilà, ça c'est Voilà, fait. non, mais Ça, il faut c'est rentrer fait. dedans direct, ça va. J'entends, c'est la confiance. En fait, pour un joueur qui n'a pas de confiance, c'est un joueur qui va jouer avec parcimonie et qui ne va pas avoir sa chance et va devoir maximiser des minutes et essayer de bien faire sur le peu de minutes qu'on va lui donner. Colomani, il a des minutes. Il a du temps, il en a eu l'année dernière, il en a eu énormément. Et là, c'est une question de. Alors oui, c'est une question de clic dans sa tête, j'imagine, parce que c'est pas un joueur dont les qualités se sont évaporées complètement, j'imagine, j'espère. Mais
il apporte pas dans le jeu, il apporte pas techniquement, il apporte pas même dans ses appels sans ballon, il est pas extraordinaire Colomboigny. Et la différence entre Ramos et lui sur la demi-heure qu'a pu jouer Ramos et l'entrée de Colomboigny, elle est criante, elle est affolante. Si Ramos c'est la passe D pour Lee Kang-in, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il a capté, il a digéré le système Luis Enrique et ce que Luis Enrique voulait lui demander toute l'année dernière, et quand il est bien physiquement, il peut aider cette équipe-là. Colomboigny, j'ai beaucoup plus de mal. Enfin, il y a un moment où j'arrive pas à trouver l'endroit du terrain, la position et la qualité qu'il peut avoir pour rendre ce PSG meilleur. Donc c'est un peu compliqué. Alors on fera le débat sur le numéro 9 après. Mais voilà quoi. Franchement, à part, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Mathieu, Randal Colomboigny est l'un des meilleurs attaquants en France. C'est Luis Enrique qui nous l'a dit en conférence de presse. Et on nous a laissé entendre dans le journal Le Parisien, ses proches nous disaient qu'il avait une fin de lion pour s'imposer en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Est-ce que toi aussi, Randal Colomboigny, ça t'inquiète encore une nouvelle fois ? Bah, ses proches en même temps, ils font une sortie comme ça toutes les semaines depuis un an où ils sont persuadés qu'il va retrouver son lustre d'antan. Et quand tu regardes le lustre d'antan, c'est une bonne saison à Francfort, c'était pas non plus Wayne Rooney, quoi. Donc c'est un joueur qui est victime du prix qui est au-dessus de sa tête, qui est pas de sa faute, mais qui est comme ça. Qui est international, j'ai envie de dire presque par défaut, parce qu'il y a peut-être une pénurie d'avant-centre en équipe de France au moment où il était là, et il est là comme ça. Mais ouais, je suis comme Romain, j'ai l'impression qu'il comprend pas, enfin il est pas connecté à ce que veut l'équipe, je sais pas s'il est capable de l'être. Il correspond à aucun standard ou aucun schéma que préfère Luis Enrique, et puis il peut pas fitter avec les autres, donc j'ai du mal à voir comment il va pouvoir exister cette saison, que ça soit en neuf ou sur un côté, où en fait, peu importe les solutions que tu peux apporter, même par défaut, presque même Asensio en faux neuf, c'est un choix plus intelligent et qui correspond plus à ce que veut faire le coach que lui devant. Donc là, le seul avantage, c'est qu'il va avoir du temps de jeu, puisque c'est le seul attaquant axial de l'effectif. Mais ouais, moi, je ne sais pas si vraiment le départ de Kylian Mbappé, une saison de digestion, va le faire vraiment franchir plusieurs échelons. Je pense que c'est un joueur qui n'était pas taillé pour le Paris Saint-Germain, et puis bah, c'est comme ça, quoi. Maintenant, il faut faire avec. En tout cas, on en reparlera bien évidemment, parce que c'est l'une des questions de notre émission. Faut-il recruter un numéro 9 suite à la blessure de Gonzalo Ramos? Julien, tu as effleuré, tu as commencé à dévoiler ton j'aime pas, cette défense qui ne te va pas, mais c'était une défense un peu new look. Ouais, donc en fait, je vais peut-être changer de j'aime pas. Parce que... Très bien, t'as le droit. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est la blessure de Ramos, en fait. Parce qu'en vrai, Gonzalo Ramos, sur ce qu'il nous a montré sur la première demi-heure, c'est le Gonzalo Ramos du... Parler d'une demi-heure, c'était même 17 minutes. 17 minutes, 17 minutes d'un Ramos qui jouait comme il joue au Benfica, quoi. Qui est hyper intéressant planté dans l'axe, qui joue dans la déviation. La passe qu'il met sur le but de Lee Kang-in, c'est super bien vu. Et c'est un peu relou là, qu'il se fasse péter comme ça. Alors, c'est pas volontaire, je pense que le mec le voit pas, le défenseur Youté. Ouais. Il le voit pas, malheureusement il l'attrape sur le côté, ça tourne, bam, 3 mois. C'est vrai que c'est dommage, parce que je pense que pour le coup Ramos là, avec les joueurs de couloir qu'il y a au Paris Saint-Germain, il y avait quand même moyen de faire des sacrés dégâts dans les défenses adverses. Donc bon, c'est vraiment le gros point négatif de cette soirée normande. On rappelle qu'il sera de retour dans 3 mois minimum après cette énorme entorse. Pour l'instant, on y reviendra là aussi, mais pas. Alors, il y a une opération qui est envisagée, mais qui n'est pas encore actée, puisqu'il faut attendre que la cheville dégonfle. Le chirurgien regardera une nouvelle fois pour savoir si vraiment il faut intervenir sur les ligaments et s'occuper d'une petite intervention chirurgicale pour Gonzalo Ramos. Mathieu, ton j'aime pas de ton côté? Ouais, bizarrement, je vais commencer la saison positivement. Il n'y a rien que j'ai pas aimé, quoi. C'était un match de reprise, sachant qu'on avait fait que 2 matchs amicaux avant, qu'on était l'équipe qui avait repris le plus tard, que pendant longtemps tu pouvais même pas faire de matchs amicaux parce que tu n'avais pas assez de joueurs pour faire un 11. Donc au final, c'était presque un 3e match de préparation, et j'ai trouvé que dans la gestion des temps de jeu, de la fatigue, les entrants, voilà, ça s'est plutôt bien goupillé. T'as jamais vraiment été en danger, à part ce quart d'heure au retour des vestiaires où
as vraiment un frisson avec ce but égalisateur et ce 2-1 refusé. Et au final, c'est une bonne reprise. Peut-être, à la limite, le j'aime pas, c'est quand tu vois la composition d'effectifs, c'est qu'il faudrait que le mercato il avance plus vite, mais ça, on va en parler après. C'est surtout lié, j'imagine, au départ qui sont très très tardifs. Mais globalement, je trouve que c'est un match de reprise sans ombre au tableau, plutôt géré de manière sereine, avec des belles choses, quoi. En tout cas, c'est vrai que ce Paris Saint-Germain nous a plu. Juste, tiens, j'en profite, j'étends un tout petit peu. C'est vrai que cette préparation au calme, à Poissy, sans pensée commerciale, sans se dire Non, c'est on va pas- faire une tournée au Japon, en Non, me Chine, lance aux pas. États-Unis, etc. Non, C'est me lance pas pas mal. parce qu'on m'a dit que la préparation à Poissy, c'était l'enfer. Il fallait absolument partir au Japon. Qui ça qui t'a dit ça? Je sais pas, qui a dit ça? Moi? Non, qui a dit Qui a dit l'année dernière, vous vous rendez compte, L'argent perdu. pauvre que je suis, Ah oui, j'ai dû être obligé d'être à Poissy pour faire la préparation. c'est vrai. Mais en tout cas, là, c'est bien. Ah, mais bien sûr, c'est bien. J'ai l'impression Mais que bien sûr, c'était de l'enfumade. Bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est bien. On a un des meilleurs maintenant centres d'entraînement de tous les clubs européens confondus. On a un des plus high-tech, des plus rénovés. On a des machines qui sont à la pointe. On a un espace pour pouvoir bosser. Enfin, c'est top de pouvoir faire sa prépa au campus. Donc, Matt, ça va peut-être être un des avantages cette saison du Paris Saint-Germain sur ce début de saison, c'est que tu t'es évité des voyages, tu as juste fait ton petit aller-retour en Allemagne ou en Autriche là pour rapidement. Peut-être que cette saison, ça peut être un vrai avantage pour le PSG en ce début de saison. Bah, je pense qu'ils l'ont calculé aussi, puisque la saison elle va être très très longue, parce que tu as le premier championnat du monde des clubs à la fin de saison qui va te pomper de l'énergie. Tu as le nouveau format de la Ligue des Champions qui, a priori, va te faire jouer plus de matchs. Donc, ils ont aussi calculé en fonction de ça. Et peut-être que, comme aujourd'hui, tu as beaucoup moins de têtes de gondole marketing médiatique, une tournée en Asie qui était souvent là uniquement. Fait pour de faire rentrer de l'argent, mais qui éreintait les organismes. Peut-être ça faisait pas trop d'intérêt et le coach, je pense qu'il était bien content de pouvoir venir le matin en vélo et de travailler à la maison dans un centre d'entraînement qui est exceptionnel, puisque même Kevin Durant, il était sous le charme quand il est venu signer son petit contrat d'actionnaire. Donc non, c'est bien. La saison va être très longue. Elle va se terminer fin juillet. Donc il faut tenir quasiment 11 mois. Donc c'est pas rien, quoi. Fin juin. Mi-juillet. Ouais, Mi-juillet, si tu vas au bout de la Coupe du Monde, parce que c'est le 14 ou le 15 juillet la finale de ce nouveau championnat du monde de la FIFA. Effectivement, du côté de Romain, pour terminer, avec un j'aime, tu vois, on va Oui. finir sur une note sucrée, c'est ce qu'on se disait. j'aime que Milan Skriniar n'ait pas joué une minute. Ah Non, mais c'est vrai. Non, mais mine de rien. Derrière l'humour et le petit tacle, on a vu en match de préparation que Milan Skriniar physiquement n'était pas apte. Pas physiquement dans le sens où il tient pas, hein, c'est que il y a des vrais problèmes physiques. Depuis sa blessure au dos, ça se voit. Enfin, quand on est au Parc des Princes et qu'on voit je vous invite à regarder ses déplacements une fois qu'il a fait parce que quand on est devant la télé, un joueur fait la passe, la caméra suit le ballon, donc on voit moins les réactions après. Mais les réactions de Milan Skriniar une fois qu'il a fait une passe et qu'il se replace, je vous assure que c'est comique. donc on est sur un joueur qui est la seule rotation de Marquinhos théoriquement au poste de central droit, puisque c'est le seul défenseur central droitier autre que Marquinhos qu'on a dans l'effectif. J'enlève les jeunes, hein, j'enlève Zaguier, Gadou, etc. Et même malgré ça, Marquinhos ne joue pas et Skriniar n'a pas joué. Donc c'est un vrai choix de la part de Luis Enrique et je trouve que c'est un bon choix parce que c'est pas parce que il est pas au niveau mais c'est le seul et il a un statut qu'il doit jouer. Donc c'est bien qu'il n'ait pas joué une minute. Voilà, je préfère essayer Beraldo, voilà, axe droit, on ne sait jamais, parce que là encore, ce n'est que le début de saison et mais on prépare déjà des situations de potentiel de qu'est-ce qui se passe si on recrute pas un défenseur central droit et que Marquinhos n'est pas là. Ben, on prépare des trucs. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on est reparti sur le même tempo avec Luis Enrique. C'est qu'on fait des essais et le petit Zaguier a été tenté, une espèce de latéral central gauche. C'est pas tout le temps. Bon, on va y revenir dans quelques minutes puisqu'on aura une question sur Mbaye. Justement, ça n'a pas été l'un des j'aime ou l'un des j'aime pas des copains, mais le petit Mbaye est rentré. Ibrahim Mbaye, Titi du Paris Saint-Germain, 16 ans, qui a fait ses premiers pas, qui a été titularisé. Ça a été un tout petit peu compliqué. On y reviendra, mais on va voir s'il peut rentrer effectivement dans la rotation, vu ce qu'a proposé Luis Enrique sur cette rencontre. Les amis, il est temps de passer à la première question. La première question de cette émission, vous
êtes dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris que vous retrouvez en audio, en téléchargement. N'hésitez pas bien évidemment à faire passer le mot et vous le retrouvez aussi sur YouTube. Vous retrouvez cela sur notre chaîne YouTube sur France Bleu. On va parler des attaquants, on va parler d'un numéro 9 avec cette question: faut-il recruter un numéro 9 au Paris Saint-Germain? Si cette question elle est posée désormais, c'est que, on le rappelle, vendredi soir, Julien, tu en parlais tout à l'heure, notre Gonçalo Ramos portugais de son état s'est blessé sévèrement sur un tacle très sévère de la part d'Etienne Youté Kinkoué, voilà, victime d'une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche. C'est dans un communiqué que le Paris Saint-Germain a annoncé cela, et l'absence sera de minimum 3 mois, nous dit le Paris Saint-Germain. Le club précise en même temps que cette blessure va nécessiter, ce que je vous expliquais il y a quelques instants, peut-être une chirurgie dans les prochains jours. Je vais faire le tour de table déjà pour savoir si oui ou non, il faut que le Paris Saint-Germain recrute un attaquant, un numéro 9, parce que pour l'instant, le seul numéro 9 de métier, et encore, si c'est vraiment de métier, c'est Randal Kolo Muani qui est sur les rangs et qui est en état. Je me retourne vers toi, Julien. Est-ce qu'il faut recruter un numéro 9 du côté du Paris Saint-Germain? Et après, bien évidemment, on parlera ensemble des infos qu'on peut avoir chacun de notre côté sur le fait qu'un numéro 9 pourrait arriver ou pas. Bah, je sais pas. Merci pour la réponse. Parce que, en gros, il pourrait revenir fin octobre, c'est ça? Oui. Tu restes quand même dans ton début de saison. C'est emmerdant de ne pas l'avoir jusqu'en octobre. Bien mais sûr. est-ce que ça nécessite de recruter un attaquant supplémentaire, te retrouver du coup après, à partir de la mi-novembre, avec 3 attaquants de pointe, tout en sachant que il y aura forcément des déçus et forcément des joueurs qui ne joueront pas ou peu. Voilà. Après aussi, tu vois, dans la philosophie de Luis Enrique, il nous l'a rappelé en conf de presse, sa première conf de presse. Si j'ai un garçon qui me met 40 buts par saison, je serais très content, je lui ouvre la porte. Mais je préfère 4 Mais si j'ai 4 mecs qui marquent 12 buts, ça fera 48 et c'est mieux, quoi. Donc je pense que dans l'idée de Luis Enrique, surtout, je crois ce qu'il attend, c'est que ces joueurs de couloir, notamment, Barcola, Dembélé, Désiré Doué aussi selon où il va jouer, Lee Kangin, Asensio, enfin voilà, tous ces garçons-là soient plus efficaces, parce qu'en fait le nœud du problème, c'est que tu as perdu un mec qui t'a phagocyté ton attaque pendant des années, qui marquait tous les buts et qui te sauvait bien souvent les fesses. Là il veut avoir un peu plus le choix des armes, quoi. Donc je sais pas s'il faut aller chercher un autre attaquant, surtout que c'est des profils compliqués, c'est des profils chers. Tu arrives dans la fin du mercato, donc tu vas être en mode tarif PSG, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite inflation sur les tarifs. Tout ça fait que pour moi, franchement, c'est la blessure qui tombe vraiment au pire des moments, et qu'à gérer pour la direction sportive, c'est pas évident. À noter qu'il y aura une petite dizaine de matchs de championnat jusqu'à la fin octobre, et qu'il y aura 3 matchs de Ligue des Champions. Voilà pour l'absence, donc ça nous fait, on va dire, 12-13 matchs ratés par Gonçalo Ramos. Romain? Non. Non, il ne faut pas recruter. Non, pas de 9. Pourquoi? Pas recruter de 9. De 9, ah oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun profil adéquat qui se démarque. Sauf si tu me dis que Lautaro Martinez est possible, mais je ne pense pas que Lautaro Martinez soit possible. Donc il n'y a aucun joueur prépondérant, compatible avec le système de Luis Enrique, disponible. Et donc, à partir de ce moment-là, acheter un joueur à un poste qui ne serait pas compatible avec ce que veut mettre en place Luis Enrique, qui serait acheté cher, parce que, comme l'a très bien dit Julien, le marché des neufs, il y a encore El Bilal Touré qui part pour 19 millions, alors qu'il n'a quasiment pas joué avec l'Atalanta. Il était parti pour 30 millions l'année dernière, par exemple. Donc le marché des neufs est complètement disproportionné. Donc tu payerais cher un mec moyen qui sera, comme l'a aussi très bien dit Julien, un boulet potentiel dans ton effectif. Donc dans 2-3 mois, quand Gonçalo Ramos reviendra. Donc non, pas besoin de recruter un neuf, sauf profil extraordinaire. Voilà. Julian Alvarez aurait pu être un profil qui était en neuf s'il avait été disponible. Ok, ça aurait pu être un joueur intéressant pour le Paris Saint-Germain. Mais je préfère prendre un offensif en plus, donc un ailier potentiellement. La piste Lookman qu'il y a actuellement, là je l'aime beaucoup, moi. Un ailier percutant qui va faire qu'en fait on va avoir une ligne de 3 avec
de temps en temps, ça va alterner. Parfois des Barcola qui va aller dans l'axe, parfois Dembélé qui va aller dans l'axe, qui va mettre des têtes piquées, comme il l'a fait là contre le Havre. Parfois Lookman, voilà, où ça va être imprévisible, ça va interchanger constamment, etc. Pour moi, c'est une attaque qui est un peu plus cohérente que de prendre un 9 dont on ne sait pas trop ni la valeur, ni le potentiel, ni la compatibilité, et qui en plus, par la suite, serait un problème dans l'effectif. Mathieu, est-ce que tu rejoins les copains ou est-ce que toi, tu as besoin d'un neuf qui te rassure quand on voit les états de service de Randal Colomwani? Je rappelle qu'il y a des noms aussi qui sont apparus. Celui de Victor Osimhen qui revient. Il faut s'appeler Victor pour être dans la liste du Paris Saint-Germain. Il y a Victor Gyökeres aussi qui est proposé, le Suédois. Moi, je l'aime juste pour sa célébration. Gyökeres, j'ai dérangé les vacances de Gary de Jesus pour savoir ce que ça valait son profil, etc. Il me dit c'est un mec qui a marché sur l'eau en termes de réalisme là sur la dernière saison et un peu avant, mais avant c'était dans des championnats inférieurs, c'était dans des deuxièmes divisions. Mais il doute de sa compatibilité à ce que veut mettre en place Luis Enrique, notamment dans le jeu, dans le respect au jeu. Mathieu? Je suis un peu comme Romain, moi je suis pas sûr qu'il faille un neuf pur et dur parce que c'est un marché qui est en souffrance et qu'on va surpayer ça et qu'on n'est pas à l'abri de se retrouver avec un joueur avec 4 ou 50 contrats qui ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche. Mais par contre, à partir du moment où tu as perdu un joueur qui marquait 45 buts, plus là tu viens de perdre ton deuxième meilleur buteur pour une indisponibilité qui pourrait être de 3 mois mais qui pourrait être plus longue. Il faut voir quand la chieur a dégonflé, si la reprise se passe bien, etc. En gros, tu as perdu 60 buts et tu ne peux pas repartir avec comme seul atout offensif en plus par rapport à la dernière, la polyvalence de Désiré Doué et la jeunesse d'Ibrahim Mbaye. Donc il faut ajouter une menace supplémentaire et c'est vrai qu'un joueur de couloir polyvalent, on a vu passer les noms de Sancho, Lookman, il y a Kingsley Coman qui revient aussi, des profils comme ça, des joueurs qui peuvent jouer à gauche, à droite, en faux neuf, se trimballer un peu sur tous les postes différents, multiplier du coup les pistes et les fausses pistes. Ça, c'est important et on l'a vu d'ailleurs vendredi quand tu peux avoir des rentrants comme Barcola, Dembélé, où imagine tu peux faire entrer un Lookman ou un Sancho, bah, tu as forcément plus de danger et c'est important, c'est impactant. Donc un neuf peut-être pas, mais oui, un joueur offensif, on recherchait déjà un joueur offensif polyvalent avant la blessure de Ramos. Là, elle est encore plus nécessaire. Julien, quels sont les échos? Moi, de mon côté, on me laisse entendre que c'est pas forcément une priorité de remplacer Ramos. Et pour l'instant, j'ai pas d'écho particulier de mon côté. Après, j'ai vu des confrères disent que ils recherchent un attaquant, mais j'ai pas l'impression que ça soit la priorité des priorités du Paris Saint-Germain. Après, tu vois, quand tu vois les profils là qui ont été récupérés, notamment un Désiré Doué qui peut très bien jouer dans un couloir que dans l'entrejeu. Enfin, tu vois, je pense que Luis Enrique est plus à la recherche de ce genre de profil. On savait que dès le début du mercato, lui, ce qu'il voulait, c'était aussi un joueur capable de concurrencer Barcola, enfin d'avoir des alternatives dans le couloir gauche. Donc voilà, moi, je suis assez sceptique. Quoi. Vraiment, tu vois, j'ai du mal à imaginer le PSG faire comme l'an passé à la dernière minute du mercato, lâcher un chèque de 100 millions pour Osimhen ou pour un mec comme ça. Ça me paraît, au moment où on se parle, ça me paraît assez improbable. Quoi. Et moi, pour prolonger mon fond de pensée, c'est que en l'état, je trouvais qu'avec Désiré Doué, j'enlève la blessure de Ramos. S'il n'y avait pas eu la blessure de Ramos, il n'y avait plus besoin de prendre un offensif. Je trouvais qu'avec un Barcola qui allait prendre plus d'importance, avec un Désiré Doué qui pouvait alterner entre le milieu et l'attaque, avec un Dembélé qui a retrouvé un physique, avec un Gonzalo Ramos devant, etc. Des mecs comme Lee, Asensio qui viennent pour donner un peu de volume et de rotation, notamment sur des matchs de Ligue 1. Je trouvais que c'était assez pour compenser la potentielle perte la perte de Mbappé. Donc là, effectivement, c'est parce qu'il y a cette blessure de Ramos que je me dis qu'il faut un offensif en plus. Mais à la base, je ne m'étais pas dit il faut absolument qu'on ait un nouveau mec qui vienne et qui soit tête de gondole ou qu'on recrute 3 mecs pour avoir le rendement de Mbappé en plus. Enfin voilà. Mais justement, je vais me faire un peu, pas l'avocat du diable, mais Mathieu, le 9, c'est aussi un vendeur de maillots, c'est une tête de gondole, c'est ce que vient de dire Romain. Et ça manque au Paris Saint-Germain parce qu'il y a plus une tête qui dépasse désormais. Il y a pas le. Moi, si tu me proposes Lewandowski, je veux bien qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Osimhen, je suis pas fan, mais est-ce que, enfin, je sais pas, avoir un nom ronflant, quelqu'un qui vient te claquer ses 20-30 buts sur une saison, toi, pour vous, c'est pas important?
Non, enfin, le non ronflant, non, je m'en fous. Avant, on avait besoin de non ronflant parce qu'on avait un train de vie qui était complètement lunaire et hors sol. Et en fait, il fallait faire rentrer de l'argent. Tu avais quand même un mec qui prenait 72 millions d'euros par an. Donc, Et puis on était en quête de notoriété aussi. Voilà, là j'ai l'impression qu'on est rentré dans quelque chose qui correspond aussi plus à l'époque actuelle où tu étais dans une époque du football où tu as de moins en moins de stars. Et les peu de stars qui restent, elles sont en gros dans 3-4 clubs, quoi. Elles sont au Real, elles sont à Manchester City, peut-être un peu au Bayern et un tout petit peu à Barcelone. Mais sinon, il n'y a plus de vraies stars mondiales, quoi. Tu regardes l'équipe qui est championne d'Europe, la moitié, c'est des joueurs qui jouent au Pays Basque, dans des clubs Atlético Madrid. Enfin, il n'y a pas de vraies stars, quoi, dans cette équipe d'Espagne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'une star comme tu avais besoin d'un Ibra, d'un Neymar, d'un Messi. Aujourd'hui, tu es dans un truc où tu vas essayer de construire un collectif avec des jeunes à fort potentiel, avec un entraîneur qui est capable de leur faire passer d'écran, et puis essayer de créer un collectif où tu étais moins en stress dès que ta star est lente ou qu'elle est moins bien. Là, je veux dire, tu as envie que tout le monde soit un peu interchangeable et qu'une absence soit compensée par quelqu'un d'autre, et c'est plutôt bien. Moi, ça me va, moi. Un non, en fait, je m'en fous. Moi, je suis content du projet qui est en train de se mettre en place en espérant que ça prenne, quoi. Julien. C'est le projet justement du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique, il l'a dit, je veux montrer que le football est un sport collectif. Donc lui, voilà, tout est dit dans cette phrase en fait. Pas besoin de. Non mais. C'est pas du tout un pic. Et tu mets un tir, voilà, tu mets aussi un petit peu un tir à la saison passée, tu vois. Mais voilà, donc en fait, je pense que Luis Enrique est plus ravi d'avoir une multitude de joueurs de très bon niveau, parce qu'il le dit aussi, il dit mine de rien, faire le recrutement en ce moment c'est compliqué parce qu'on a déjà des très bons joueurs et trouver des équivalences c'est pas facile. Donc voilà, non, franchement, après les noms, les maillots, t'inquiète pas, hein, des maillots Paris ils vont toujours en vendre. Hein. Alors ils en vendront moins peut-être, mais par exemple à Lee Kangin, tu sais déjà que le marché asiatique, tes maillots du PSG ils vont s'arracher. Après t'es pas à l'abri que, je sais pas moi, un Bradley Barcola qui devient une pièce importante de l'équipe de France, Désiré Doué qui passe à l'étage au-dessus. Voilà, ça peut. Alors bien évidemment, ça sera sans commune mesure avec ce que tu as pu vendre avec les Messi, les Neymar, les Mbappé. Mais tu vendras quand même des maillots. En tout cas, une chose est sûre, pour ceux et celles qui sont allés à la boutique du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, c'est pas facile de quitter son ex, puisque Kylian Mbappé. C'est toujours les maillots. Il y a encore des maillots, il y a encore des peluches. Ils écoulent, c'est les. C'est ça. C'est les fin de série, tu sais. Il y a encore des peluches, Mbappé, il y a des porte-clés. Enfin, ouais, j'y suis allé il y a 3 semaines. Il faut couler les stocks. Hein. Mais c'est ça, effectivement. Alors, on va pas jeter. Non. Mon brave monsieur, on va pas jeter. Allez, les amis, on va faire une première pause dans cette tribune. La pause, justement, dans Tribune. Et on va se retrouver pour parler des jeunes, pour parler du championnat et pour parler aussi des gens qu'il va falloir. Eh bien, on a 13 jours pour nous aussi là écouler des stocks. Et il faut pas jeter, mon brave monsieur. Mais il y en a 2-3 qui vont devoir partir. N'est-ce pas, Juan, Carlos et Milan? Allez, à tout de suite. Tous les Parisiens de 2024 peuvent payer leur respect à ceux de 1944. Paris martyrisé. Des femmes et des hommes se sont insurgés il y a 80 ans pour libérer Paris. Mais Paris libéré. De tout ça, il reste sur les murs, dans les rues, des plaques qui disent ici un civil, ici un FFI, là un soldat de la 2e division Leclerc sont tombés pour la liberté. Alors, en observant ces plaques, ayons au moins un regard amical et revivons sur France Bleu Paris tout au long des journées du 23 au 25 août, les 80 ans de la libération. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune. Avec nous, il y a Mathieu Faure du côté de Cagnes-sur-Mer, très tranquillement, en train de profiter un petit peu. Il y a Julien Froment et il y a aussi Romain Bédou, qu'on en profite. On débriefe l'actualité du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que c'est le lancement de la saison 4 de 100% PSG, la tribune, que vous retrouverez pour chaque rencontre tous les lundis, bien évidemment, et en débrief de Ligue des Champions. J'ai une question pour Matt. Oui. Quand tu habites en vacances, tu pars où en vacances ? Ah, ça, c'est une vraie question. Cet été, je suis parti en bas de chez moi, parce qu'on va se faire un bon petit voyage aux États-Unis à la Toussaint. Donc on s'est dit cet été, moi j'avais des semaines de vacances, j'ai posé 3 semaines, et je suis resté chez moi, et j'étais à la plage en bas de chez moi. Voilà. Vous allez où aux États-Unis? Vous avez déjà fait Chicago là-haut? On va à la Grande Pomme. La Grande Pomme, magnifique, superbe. Superbe. Va à Boston aussi, c'est cool. Et juste pour l'anecdote, je me suis baigné à Cagnes-sur-Mer pendant les Jeux Olympiques. Très bien. Parce qu'il y avait le match à Nice des Bleus face à la Guinée et
On a pris du bon temps l'après-midi avant d'aller bravo. célébrer la victoire. Et tu as été sans me demander l'autorisation, c'est pas beau. Ah, désolé, on a fait un peu en loose day, ouais. Sur la plage Matfort. Les amis, on passe aux jeunes. J'ai envie de parler des jeunes parce que le projet, je parlais du Junior Club, c'est une tribune du Parc des Princes, c'est aussi désormais un peu le projet du Paris Saint-Germain. Je rappelle que Pacho a 22 ans, que Neves en a 19, que Désiré Doué en a 19. Bref, c'est la jeune génération qui arrive. La classe biberon. Ouais, c'est la classe biberon. Mais moi, j'aime bien l'idée aussi. Hein, 21 ans de moyenne d'âge, le 11 face Le à plus jeune de face à- l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, du côté du Havre, c'est quand même complètement fou. Et on a vu dans cette jeunesse 2 joueurs qui étaient sur la rencontre. Alors, il y en a un qu'on connaît un petit peu, Yoram Zagué, qui a signé son premier contrat pro il y a tout juste un an au Paris Saint-Germain. Il était titulaire. Bon, il était un petit peu en difficulté là dans ce poste un peu latéral gauche. Alors que normalement, c'est un latéral droit et après défenseur central gauche, il venait glisser là, se mettre à côté de Pacho. Ça n'a pas été tout le temps très simple pour lui. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le francebleu.fr. Vous tapez Yoram Zagué, vous allez retrouver l'entretien que Yoram Zagué a donné à France Bleu Normandie pour parler un petit peu de la saison du Paris Saint-Germain, et on le félicite, il a eu son bac et son permis de conduire Bravo. cet été, Yoram Zagué. Et l'autre, la grosse surprise du chef, c'est Ibrahim Mbaye, le gamin de Trappes, arrivé à 10 ans au centre de formation du Paris Saint-Germain, qui à 16 ans, 6 mois et 23 jours est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire du Paris Saint-Germain à jouer un match de championnat. Petit tour de table sur Mbaye, je ne vais pas revenir sur la prestation de Zagué. Qu'avez-vous pensé de la prestation d'Mbaye? 45 minutes et le coach lui a dit on arrête. Parce que ça n'a pas été très simple, hein, Julien. Tu étais au stade, on l'a vu du mais stade. c'est normal. En vrai, franchement, t'imagines, t'as 16 piges. Ah ouais, le but n'est pas. Alors, j'avertis ce podcast. Le but n'est pas de. On va pas le descendre, non, mais c'est juste que. On peut pas le descendre en vrai. Oui, mais sauf qu'il rentre chez les pros et quand tu rentres chez les pros, on te regarde. Et je me demande si c'était pas justement un peu à la fois un test et une récompense, tu vois, de se dire, il a fait une bonne prépa. On sait que c'est un joueur sur lequel il va falloir compter dans les années, mais peut-être finalement dans les mois à venir. Et le garçon, il arrive face au Havre avec des joueurs qui sont quand même un peu plus expérimentés à la Ligue 1, qui mettent des taquets, qui y vont. Pas facile, tu vois, vraiment pas facile, pas un cadeau pour lui en vrai. Mais je pense que Enrique, il avait envie justement de le jauger, de voir un peu ce que ça allait donner face à des mecs un peu costauds, un peu machin. Il a une belle occasion quand même en fin de première période. Mais voilà, en fait, je pense que ça fait partie du processus aussi. Et aussi, je pense que c'est le message qui est envoyé par Luis Enrique, c'est les gars, si vous faites le taf aux entraînements, si vous montrez que vous avez faim, que vous avez envie, moi je m'en fous que tu aies 16 ans, que tu aies 17, que tu aies 20, que tu sois international, que tu sois du centre de formation, je te testerai, je te ferai jouer. Et si tu mérites, tu resteras. Donc je trouve que c'est un super signal qui est envoyé. Après lui, le pauvre, tu vois, sincèrement, c'est pas facile quoi, franchement. 45 minutes déjà en Ligue 1 à 16 piges, en vrai, c'est exceptionnel. Dans son entourage le dit dans un article du Parisien, énorme bosseur Ibrahim Mbaye. De ton côté, Mathieu, pareil, ta vision de cette première période pour lui, ses premières minutes, effectivement lancé dans le grand bain. Moi, je l'avais bien aimé face à Stuttgart, et là, c'était un peu plus compliqué. Contre Leipzig, il avait marqué contre les Autrichiens, et contre Leipzig, c'était pas mal. Il termine mieux, les 5 dernières minutes de la première mi-temps sont mieux que son début de match qui est un peu compliqué parce que en face il a des hommes, des joueurs plutôt physiques, peut-être la pression, pas facile. Je pense qu'aussi il faut prendre en compte son statut contractuel puisqu'il est sous contrat aspirant, il n'a pas encore signé de contrat pro. Et c'est l'un des enjeux importants de l'année, c'est de le signer sous contrat pro, comme on avait pu faire avec Mayoud l'an dernier. Et là on voit bien que par exemple Johan Gadou, il va signer son premier contrat pro ailleurs. Donc c'est aussi ça, essayer de sécuriser tes plus belles pépites. Et puis là, il a un coup à jouer dans le sens où, avec la blessure de Ramos, s'il peut amener à être une vraie solution de remplacement sur des matchs de Ligue 1, apporter quelque chose en sortie de banc, ça te permet d'avoir un joueur en plus dans ta rotation, une arme en plus, et ça peut lui servir. Après, je trouve ça bien aussi dans le discours du coach de montrer que si tu es performant à l'entraînement, tu auras toujours la porte qui s'ouvrira en match.
Est-ce que Mbaye ou Zagué, Romain, est-ce que tu sens tu sais quoi, je te lance une belle patate chaude parce que quand on prépare l'émission, on se glisse les sujets. Et qui m'a proposé le sujet? Ce débat-là, ouais, c'est Oui, moi. oui, Julien. Non, pardon. Ah pardon, il est en train de lever le doigt. Il y il est a en train de eu- dire, tu sais, ouais, qu'est-ce non, qui- excusez-moi, il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce pardon. qui se passe? Thierry Henry qui quitte vraisemblablement l'équipe de France Espoir. Voilà, Ah très excusez-moi. bien. Ah bon, ok. Ah bah très bien. Bah, écoutez, bien. il va aller danser dans un autre club ou peut-être refaire de la télé, bien évidemment. Oui, est-ce que Mbaye ou Zagué peuvent se retrouver dans la rotation du Paris Saint-Germain cette saison? C'est toi qui m'as proposé cette question. Je te dis c'est pas mal. On va la mettre. J'en vois aucun des deux véritablement être un élément important de la rotation. Voilà. Donc, Même voilà. Zagué qui a une possibilité Ouais, d'être Zagué- la doublure d'Hakimi, non? C'est pas. Je sais toujours pas c'est quoi le poste de Zagué. Je vais Bah pas vous non, c'est mentir, hein. latéral droit sur le papier. D'accord. On l'a vu latéral droit avec le PSG, Une fois. Oui, C'est une fois. Ouais, quand il marque. mais on l'a Deux quasiment, fois. Saison l'année dernière. mais on l'a quasiment autant vu de fois central que carrière gauche, carrière droite. À Nice, par exemple, je crois que si je me rappelle bien, il est à droite. C'est là quand Donc, il marque et il est plus à l'aise. j'arrive pas véritablement à me faire un avis sur Yoram Zagué. J'arrive pas à savoir véritablement non seulement ce qu'il vaut et surtout dans quel poste et dans quel rôle il pourrait être le plus efficace. Donc je le vois pas à terme. En plus, il y a énormément de rotation. On va parler des départs potentiels qui, je pense, n'arriveront pas. Mais donc, il y a énormément de monde en défense centrale et en défense tout court cette année au PSG. Donc, je le vois pas. Et Brahim Mbaye, il est jeune, donc c'est normal à 16 ans qu'il n'ait pas de rôle dans une rotation. Sa première, elle a été assez timide. Lui et même son entourage, je sais, considère que bah oui, c'est un peu manqué, mais c'est normal de se manquer à cet âge-là. Mais le fait justement que ça soit un jeune qui ait pu être récompensé par Luis Enrique sur une première journée, c'est déjà la réussite. Donc voilà, maintenant, dire qu'il va pouvoir avoir du temps de jeu dans un secteur où tu as déjà des internationaux français qui sont en plus bons, bah, ça va être, et où il peut y avoir encore des recrues qui vont arriver, non, ça va être compliqué. Maintenant, c'est déjà une réussite de pouvoir avoir des minutes maintenant. Il en aura peut-être aussi, toujours sur cette période un peu floue, février, mars, dans les matchs de Ligue 1 qui jalonnent les matchs de Ligue des Champions. Il aura peut-être des occasions, il aura la Youth League et puis il va poursuivre sa progression comme ça. Matt, toi, tu vois l'un des deux rentrer dans la rotation de cette équipe ou vraiment un petit peu comme l'année dernière, Mayoulou, Zagué qui avait grignoté comme ça quelques petites minutes et bah, ça sera le même régime pour ces deux-là, pour Zagué et Mbaye? Moi, je pense pas qu'ils aient. Ah, tiens, c'est mon chien qui Hey, salut Snoop. Je pense pas qu'ils aient de quoi faire des minutes dans la rotation. Tu vois, là, c'est le début de saison, il y a plein d'absences, c'est pour ça qu'ils en profitent. Mais quand tu vois rien qu'un Mayoulou, qui est quand même un an de plus avec les pros, qui a fait un Euro U19, hein, qui est quand même plus âgé, j'ai un peu de peur pour lui, qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu cette saison, surtout avec l'arrivée de Désiré Doué. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment un moyen ou de la place pour jouer un rôle important, peut-être en Coupe de France, des genres de trucs comme ça. Mais déjà, s'ils s'entraînent un an avec les pros, qui font ce genre de choses, qu'ils apprennent, ça peut être important. Surtout pour Mbaye. Hein. Mbaye, il est toujours pas pro, hein, ça c'est important. Donc, Zag, je sais pas, ça dépend de plein de paramètres, tu vois. Si Mokile est toujours là dans 3 semaines, c'est vrai que t'as pas de doublure véritable à Hakimi. Il y a plein de paramètres, mais intrinsèquement, sur le papier, sur ce qu'il a montré, je suis pas sûr que tu puisses partir dans beaucoup de matchs de Ligue 1 avec Zach titulaire, quoi. Et je vous rappelle qu'il y a une info qui vient de tomber. Et notre ami C'est Julien, officiel, hein. c'est officiel. Julien il est a en fait train des d'envoyer des communiqués, messages. J'ai l'impression que c'est pour raison personnelle. Hein, Thierry Henry, ce qui a été annoncé. Je l'aurais bien vu, moi. Bon, pour des raisons qui lui sont personnelles. Ouais, voilà. Ils ont pris Pochettino, mais je l'aurais bien vu sélectionneur des États-Unis. Des États-Unis, ouais, sélectionneur des États-Unis pour la Coupe du Monde aux États-Unis, j'aurais bien vu là-dedans. Il aurait fait Connaît le job. pays et tout. Julien, sur la rotation, sur Mbaye, Zagué, est-ce que tu les vois avoir une chance ou très franchement, là qu'ils en profitent maintenant au mois d'août et après derrière la porte va se fermer? Bah, je pense oui qu'ils en profitent. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils soient performants à l'entraînement, qu'ils grappillent des minutes et que derrière, eh bien, ils aient un temps de jeu plus conséquent. Mais quand tu regardes un petit peu comme l'effectif de cette équipe du Paris Saint-Germain, tu vois,
Je sais pas, ça va dépendre. En fait, tu vois, Zagué, donc côté droit, tu as Hakimi qui quand même est très peu absent durant la saison. Après, est-ce que Luis Enrique va se dire, ouais, mais bon, c'est une saison à 70 matchs avec la Coupe du Monde des clubs, machin. Est-ce qu'il faut pas justement le faire souffler un petit peu à des moments au cours de l'année? Mais est-ce que tu as Mukiele qui est toujours là? Est-ce que bon, ils veulent s'en séparer, mais s'il reste, c'est quand même une alternative côté droit qui est pas trop mal. Oui, ça peut se finir Vraiment ça peut se finir en Kurzawa. Voilà, avec ouais, Mukiele et pour Luis Enrique. dépanner, t'as toujours t'as Warren, t'as même Marquinhos qui peut être dépanné à droite. Enfin, t'as vraiment un large éventail, si tu veux, pour jouer dans le couloir droit. Donc après, si il rentre dans la rotation, c'est que c'est vraiment un choix de Luis Enrique et que donc il a été convaincant et qu'il a convaincu. Ça, je pense qu'il faut attendre un petit peu. C'est un peu trop tôt dans la saison pour le savoir. Et puis pour le petit Mbaye, c'est pareil. Quand tu vois la ligne offensive du Paris Saint-Germain, va vraiment falloir qu'il y ait un déclic et qu'il claque des buts ou qu'il fasse des passes D ou qu'il soit vraiment plus que percutant dans ses entrées. Je pense que Mbaye, c'est typiquement le profil de garçon que tu vas voir à partir de janvier sur la Coupe de France, sur des matchs un peu comme ça, ou des matchs de Ligue 1, entre guillemets, un peu lambda, sans faire offense aux adversaires, mais où tu as besoin justement de faire un gros turnover parce que tu as un gros match de Ligue des Champions qui arrive. Tu vois. Je pense que lui, ça va vraiment être une année d'apprentissage. Un peu comme Galtier avait fait avec Warren Zaïre-Emery, où il va apprendre, il va rentrer, il va pas être bon des fois, d'autres fois il va vraiment être très bon. Et c'est comme ça qu'il va s'étalonner et qu'il va apprendre justement ce qu'est de jouer chez les pros et en Ligue 1. Quoi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il aura pas un coach qui va dire devant la presse que c'est de la faute des jeunes ou que c'est la faute de Warren qui s'est planté. C'est ce qui nous est quand même, Christophe Galtier. Non mais j'ai vu une bande-annonce d'un docu. Il va y avoir un intérieur sport sur Warren Zaïre-Emery qui va sortir début septembre. Très bien. Dans la bande-annonce, il y a Christophe Galtier et Didier Deschamps. D'accord. Christophe Galtier qui l'a un peu boycotté sur les 6 derniers mois de Galtier, donc où Warren ne jouait quasiment pas alors qu'il pouvait déjà s'imposer. Et Didier Deschamps qui l'a boycotté pendant l'Euro. Bon, voilà, oui, comme ça c'est alors réglé. boycotté. Oui, non, mais t'as N'Golo Kanté qui est revenu, qui était à un niveau quand même, voilà. Et... Ouais, le prends pas alors, mets-le et amène-le faire les jeux, mais c'est le coup d'après. C'est le coup d'après de Deschamps. Bon, bref. On verra cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va continuer. Tiens, puisqu'on est à parler, on parlera du championnat pour terminer dans quelques instants, mais on va rester sur le mercato après avoir posé cette question autour des jeunes. On va se poser la question mercato et on va laisser ouvert le micro à notre ami Mathieu parce que je veux qu'on y participe. Et on va faire ça un petit peu à la volée. Je veux avoir vos réactions un petit peu à chaud. On va se faire un on vend pas. Voilà, on a une petite liste de joueurs qui sont sur le départ, possibles sur le départ. Il y en a un qui a d'ailleurs été dans la chronique des transferts depuis quelques minutes et depuis quelques jours, depuis le début de la saison, en tout cas de la reprise de la saison. C'est Manu Ugarte. Manu Ugarte, il est sur la liste de départ. D'ailleurs, il n'a même pas fait le déplacement du côté du Havre. Les matchs amicaux, il est prié de rester à la maison et rester au chaud. Manu Ugarte, qui est en piste pour peut-être partir du côté de Manchester United. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de le vendre ou est-ce qu'il ne faut pas le vendre? Je me retourne, voilà, à toi Romain ou à toi Mathieu, allons-y. Je le vends. Ça dégage. Ok, ça c'est fait. Mais tu vas venir m'expliquer pourquoi. Romain et après Mathieu. Toi, tu sais quoi, Mathieu d'abord? Parce que pourquoi ça dégage? Parce qu'il ne rentre pas dans les plans du coach, on l'a bien vu l'année dernière, il a une valeur marchande, il y a des clubs qui sont intéressés, donc tu as plein de circonstances qui fait que tu as tout intérêt à le vendre maintenant et d'arrêter de déprécier ton joueur et de garder une manne financière au chaud qui pourrait te permettre de combler des manques. Donc voilà, en plus il a un agent qui est un ami de la maison. Donc hop, allez, merci pour tout, Manuel, pour le dribble derrière la jambe contre Marseille, pour les 3 tacles, voilà, c'était cool, on s'est amusé 2 mois, merci pour tout, 40 millions, on est content. Alors, bon, ça, c'est fait. Toi, tu en penses quoi, toi aussi? Je le vends à un bon prix. Un bon prix. Ouais, on tourne autour de 50 millions. Ah oui, 50 millions, je le vends, je l'amène. Je l'amène à l'aéroport, moi. Non. Mais c'est dommage quand même. On n'a pas de milieu de terrain impactant. C'est dommage. Dans ce chapitre-là, on va beaucoup parler de l'incohérence de notre mercato parfois. Et avoir fait le mercato 2023 sans avoir pris en compte qui allait être le coach, c'était une incohérence aberrante. Qu'il y ait des profils comme Skriniar, comme Ugarte, qui étaient des nouveaux joueurs avec des contrats longue durée, alors qu'ils n'ont
dès qu'on voit des vidéos de ces joueurs-là, on peut être en capacité de dire qu'ils ne correspondent pas à ce que veut faire Luis Enrique. Donc, quand il y a eu ces choix qui ont été faits, eh ben, on savait déjà que ça avait une date de péremption. En tout cas, Ugarte sur la Et pourtant, Ugarte était bon quand il a fait ses trucs. quoi. Oui, Bon, donc, c'est pas un mauvais garçon. Je pense que Ouais, ça- pas ça Ugarte, doit hein. faire. On va se faire un deuxième. Vous y allez. Hein. Tu sais quoi, quand tu m'as dit ça dégage tout à l'heure, tu peux y aller tout de suite, Mathieu, si tu veux. On va faire sur du... Allez, Carlos Soler. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ok, très bien. Vas-y, pourquoi? Il faut vraiment justifier pourquoi Carlos Mais non, Soler je sais doit pas. dégager. West Ham United qui est dessus, on l'a Mais vu. n'importe qui, le AS Croix-de-Cagnes-sur-Mer, Restart Club de Montreuil Volleyball, n'importe qui, 3 €, des sneakers, des Twix, un abonnement d'Azone, on s'en fout, n'importe quoi, faut que ça parte. Faut que ça parte. Ok, il a une belle coupe de cheveux, il est tout le temps bien coiffé de la première à la 90e minute, mais ça doit partir. D'accord, ça c'est fait. Est-ce que ça doit partir aussi de ton côté, Julien, Carlos Soler, qui était Oui. le couteau suisse de Luis Enrique, qui nous l'a mis à tous les postes, sauf dans les cages? Ouais, bah non, c'est bon, merci quoi. Enfin, il est gentil, mais on peut s'en passer. Je pense que l'effectif, il y a suffisamment de joueurs compétents dans l'effectif pour garder un Carlos Soler. S'ils arrivent à le vendre 10 ou 15 plaques quelque part, faites le papier cadeau, le petit mot dessus, merci pour tout, et puis à la prochaine quoi. Mais alors, toi qui es un insider, voilà. Non mais on a du mal. Non mais on a du mal. On a du mal. Insider. Non mais t'as quand même les infos qui viennent. Bon, valeur marchande 20 millions d'euros. Sauf que moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucun club. Mais On personne a mettra une 20 paire de plaques. joueurs. On a plus de 7 joueurs à 8 Après, joueurs là, à vendre. La Sociedad, ils ont vendu Merino, donc ils vont peut-être revenir. Et parce que oui, il y a West Ham, la Real Sociedad qui sont intéressés. C'est si compliqué de les vendre là cette saison, Non, mais les joueurs du PSG. le problème des joueurs du Paris Saint-Germain, c'est pas le le salaire. transfert, c'est le salaire. C'est que les salaires sont tellement mirobolants que Ils gagneront moins faut ailleurs. que le joueur, Faut en fait, partir, faut que ça soit une démarche personnelle quasiment. Faut que le joueur se dise bon bah j'ai vraiment envie d'aller jouer, je sais pas, à West Ham, à la Real ou n'importe où, et je suis prêt à dire adieu à un tiers ou un quart de mon salaire pour pouvoir jouer. Donc ça après c'est lui devant sa glace et devant son contrat et de se dire bon bah Est-ce que j'y vais ou j'y est-ce vais que pas? j'y vais ou j'y vais pas. Il y a des joueurs, tu vois, il y en a un il y a pas longtemps dont son contrat c'est terminé. Il touchait beaucoup d'argent par mois, bah, il a gardé son salaire. Et après, on lui donne. Il va pas, tu vois. Alors, t'as raison, là-dedans, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que On leur donne le salaire. les joueurs ne sont en aucun cas responsables. Ah oui, ça me C'est-à-dire- d'accord. et je reviens d'ailleurs sur le joueur dont tu parlais là il y a quelques secondes, qu'on nommera Levinka. Ouais, Voilà. ok. Moi, j'ai trouvé aberrant que l'année dernière, il soit sifflé. Tu vois, Levin Kurzawa, il n'a pas forcé le Paris Saint-Germain à lui donner 4 ans de contrat en 2020. Donc, on lui a donné 4 ans de contrat, sifflé les mecs qui ont pris les décisions pour donner ces contrats-là à ces joueurs-là. Et je parle de Kurzawa, mais le procès est le même pour les 5 ans de Skriniar qui ont été signés en 2023, tu vois. On n'a Donc, pas, le droit de- mais- on n'a pas le droit de siffler Leonardo dans cette émission, tu le sais. Mais le joueur en lui-même, le joueur n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de ça. On lui propose un contrat, il dit oui, il dit non. On va pas demander à un mec de s'asseoir sur son salaire, un salaire qu'on lui a promis, juste pour faire plaisir à des mecs. Ok. Donc voilà. Et pour revenir sur Carlos Soler, attention quand même, parce que je veux bien qu'il ne soit pas au niveau, et je suis d'accord, je suis le premier d'accord, il me déçoit énormément par rapport au niveau qu'il avait du côté de Valence. Mais il faut quand même qu'on ait une rotation potentielle en arrière droit. Et la rotation potentielle en arrière droit actuellement, c'est Carlos Soler. Donc il faut que tu aies la solution de Bah rechange. ouais. On a 13 jours pour trouver une solution de Voilà. rechange. Ah oui, Warren, il en a parlé, Julien, de Warren, il a déjà joué à arrière droit un peu hybride. J'ai pas envie de de voir temps en Warren temps. arrière droit, moi. T'as envie de voir Ah, mais Warren je arrière préfère- droit Bah, que ça soit plus la que Carlos doublure. Soler, hein. Que ça soit la doublure officielle de Carlos Soler. C'est-à-dire Non, que si Hakimi Achraf se pète. Hakimi. C'est-à-dire que. J'ai dit quoi de Carlos Soler. C'est-à-dire que, imaginons, on touche du bois, Hakimi il se pète 3 mois, on a Warren bloqué arrière droit pendant 3 mois. Bah non, ça me saoule, moi. Non, tu peux faire Zach, tu peux faire Warren, tu peux trouver des dispositions. Mais moi, tout ce qui me permet de voir Carlos Soler loin du Parc des Princes, je prends. Donc si tu mets mon chien arrière droit, mon chat, mon fils, mon tabouret qui est devant moi, je prends. Bon, Je bah prends. voilà, ça c'est fait pour Carlos Soler. Carlos, si tu les écoutes, on te salue. Les amis, moi c'est un nom que ça me fait mal de le mettre dans cette catégorie, mais on est obligé, puisque le Paris Saint-Germain a fait comprendre, semble-t-il, aux joueurs qu'il fallait partir aussi avant la fin du mercato. Danilo. Ça dégage pas, mais ça part.
Ça dégage pas, mais ça part. Alors là, Tu nous expliques le concept. Ah, là, hein. par contre, tu m'expliques le Bah, concept. Je lui mets pas un petit coup de pied aux fesses pour qu'il dégage. Mais si j'ai une offre, je fais merci Danilo, c'est sympa, hop, mais tu peux t'en aller. Mais bon, de tous ceux qu'on a mis sur la sellette, s'il y en a un qui reste et c'est lui, ça me dérange moyen. Disons que je m'en accommoderai. Les autres, je le vivrai très mal. C'est pas non plus. Enfin, j'ai l'impression que là, pour service rendu, c'est terminé. Le côté service rendu, parce que Danilo, il a quand même tenu la baraque, il a essayé de tenir un vestiaire ingérable pendant des années. Il a été capitaine l'année dernière. Il a été capitaine, et là, on lui dit dehors, Julien. Ouais, mais c'est pareil, il faut pas faire de sentiments à un moment, malheureusement. Je sais. Tu es dans le changement d'air, tu veux passer à autre chose. Et même si, bien évidemment, on peut mettre Danilo sur le même plan que les autres joueurs des saisons passées, mais bah voilà, tu tournes une page, donc tu le remercies, tu fais en sorte de faire une sortie qui soit carrée, qui soit propre, parce qu'en effet, il a rendu quand même de beaux services au Paris Saint-Germain, que ce soit au milieu ou en défense. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il s'est parfaitement intégré, un Français délicieux, très agréable quand on a pu le faire en interview. Mais voilà, après, est-ce que dans le projet Paris Saint-Germain actuel, est-ce que tu as besoin d'un Danilo? C'est ça la question. Ben, j'ai pas l'impression. Et voilà, la réponse semble négative. 33 ans, on le rappelle, il a une valeur marchande autour de 8 millions d'euros, mais ça sera bien plus bas, je pense, pour le faire partir. À noter que on préfère Danilo à Skriniar. hein. Voilà. Oui, Si, non, mais si on a le choix. hein. Ouais, Voilà. si on a un qui doit rester, c'est Danilo. Oui, Ouais, voilà. Ça, on est d'accord. Et j'ai eu un petit son de cloche. Là, j'ai vu sur les réseaux que Monaco était venu au renseignement sur le profil de Danilo. Si franchement, il peut se faire une saison comme ça et filer du côté de Monaco, on lui souhaite. On peut leur faire aussi un tarif pour Milan Skriniar. Justement, Milan Skriniar. Ça dégage. Voilà, Mais ça dégagera jamais. Le problème, c'est que ça dégagera jamais. Mais oui, ça doit dégager. Mais là encore. Mais il faut recruter, parce que si vous faites sortir Danilo, Non, mais si vous faites sortir Skriniar et non. Mukele, il va falloir recruter quand même un latéral mais et un central. Il faut se rappeler que. Vas-y. Ça va Non, aller. mais c'est fou. Allonge-toi. C'est fou Qu'est-ce qui se passe c'est fou que. Enfin, je suis désolé, Luis Campos, c'est là-dessus. Il y a des moves qui sont mais aberrants de chez aberrants. C'est-à-dire que 2022, Skriniar, il y a un accord de salaire il touche combien là actuellement? C'est entre 10 et 13, je crois. Ouais. 9 millions net, non, par an, pas comme ça. Ouais, donc 13 ou 14 hors taxe. Donc bref, il y a cet accord pour ce salaire-là en 2022. Le salaire qui va être signé en 2023 est exactement le même, comme si l'année 2022-2023 n'avait pas existé. Une année 2022-2023 où il se blesse gravement au dos, où il revient et on voit qu'il a des problèmes, et que à son retour avec l'Inter, on voit que c'est plus le même joueur. Et dans ta négociation, t'as rien changé. C'est quand même... Et tu lui as donné 5 ans. Non mais c'est fou. En vrai, ça n'a aucun sens. Non mais c'est vraiment... Pour moi, là-dessus, c'est de l'incompétence. Après, ce qui est sûr, c'est pour l'instant, Skriniar, il n'y a aucune piste, il n'y a rien qui sort et que le garçon. Mais non, mais qui va prendre Skriniar? Mais attends, mais qui va prendre Skriniar à 9 millions par an? Ça va pas ou quoi? Club slovaque. Club slovaque, non. Non, mais un club slovaque à 9 millions par an. Ouais, bien sûr. Mais DAZN, là, ils ont le MMA, ils peuvent pas prendre Skriniar. Ils ont le PFL. Il est encore, j'en veux pas à Skriniar. Hein. Skriniar, il a raison. On lui a donné. Coco, tu étais sur la table d'opération il y a 4 mois. On te donne 50 contrats à 9 millions par an. Genre, il va dire non. En parlant de quelqu'un qui était sur une table d'opération, je pense à Juan Bernat aussi, avec son genou magique, qui est sur la liste. Bon, ça, bien évidemment, ça doit partir. On va même pas se poser la question. Ça me fait de la peine. J'adorais Juan Bernat. Ouais, bah, c'était un super garçon. Mais là, pour le coup, effectivement, ça va partir. Mukele, pareil, même move. Faut que ça parte. Julien, juste. Il y a toute une série de... Colin Dagba aussi, on oublie Colin Dagba. Voilà, bah justement, j'arrive mon ami, j'arrive. Colin Dagba, Ismaël Garbi, Ilyes Ousni, Louis Mouquet et Ayman Kari. Messieurs, est-ce que tous ces joueurs doivent partir ou est-ce qu'il faut sauver des têtes ? La plupart, faut les inviter à aller voir ailleurs, je pense, parce que... Moi, je pense qu'il y en a 2-3, tu les prêtes dans le but de les vendre l'an prochain. Ouais, voilà, au moins pour faire un peu du bénéf. En gros, ce que Ayman Kari avait fait à Lorient,
tu prêtes un Garbi, un Ousni Ouais, et tout à fait. un Carry dans ce truc-là Tout à fait. en espérant que ça se passe un peu mieux et qu'ils puissent être vendus parce que visiblement leur place n'est pas au PSG. Mais Carry, par exemple, là, enfin, c'est lui, normalement. Carry, il aurait dû. Franchement, Qu'on Carry, se le il aurait dû rappelle, être hein, là. c'était quand même avec Warren Zaïre-Emery, c'était les deux pépites de la Youth League, Ouais. c'était ceux qui devaient. Bah, il était même meilleur que Warren. Bah hein, ouais, Carry. avant sa grave blessure. Mais là, le fait est que quand tu regardes sur le site de PSG.fr l'effectif premier et le milieu de terrain, bah, il apparaît pas, quoi. Moi, je me pose Donc des tu te questions. poses la question de est-ce que Luis Enrique, qui avait envie de le voir justement de son retour de près de Lorient, qui voulait le juger sur pièce, est-ce qu'il a convaincu durant la préparation? Bah, Moi, je pense que tu as raison. Il y a une vraie question à se poser quand tu vois qu'un Ibrahim Baye joue, est arrivé pour la préparation focus, déter et a été récompensé par des minutes contre le Sturm Graz, contre Leipzig et contre le Havre. Emen Carry, il aurait dû être dans cette truc-là. Donc c'est qu'il y a un truc qui s'est pas passé. Les milieux de terrain, ils sont rentrés hyper tard. Warren, il est rentré tard. Vitinha, il est rentré tard. João Neves, il est arrivé une semaine avant. Fabian Ruiz, il était même pas sur la feuille de match. Il y avait la place au milieu de terrain Il n'y normalement. a pas eu des échos dans la presse où il n'était pas Non, prêt. c'est qu'on on a vu que physiquement, sur les la photos. première semaine, et puis même il y a quelques échos au campus qu'il n'était pas forcément dans une forme physique la plus optimale. Et c'est pour Luis Enrique, c'est rédhibitoire. Donc, franchement, moi ça m'énerve presque parce que c'est tellement dommage. Franchement, de Emen Carry. On en a vu quelques-uns se brûler comme ça au Paris Saint-Germain. Non, mais c'est pas une question de se brûler là. C'est parce que tu te fais prendre par la pression du PSG. Et là, tu te fais brûler. Là, il s'est pas fait brûler, Emen Carry. Matt, sur les jeunes, ouais, tu rejoins les copains ou pas? Oui, bah, après Garbi, ce qui est dommage, c'est qu'il avait fait un bon prêt apparemment à Lausanne et que bon, après il est dans un profil où on a beaucoup de concurrence, donc il peut être victime de ça. Carry, comme Romain, je suis déçu. Bon, après, il n'avait pas fait une saison non plus exceptionnelle à Lorient. C'était sa première, il avait été blessé, il avait joué, il avait fait du bon, du moins bon. Mais là, il avait une vraie carte à jouer à la reprise où en gros, il avait 15 jours sans concurrence avec un effectif moindre. Et il pouvait vraiment montrer au coach qu'il pouvait compter sur lui cette saison. Donc là, je ne sais pas si c'est psychologique, si c'est vrai un déficit mental, d'implication qui sont rédhibitoires pour le coach. Mais est-ce que le prêter encore à un niveau supérieur en Ligue 1, qu'il fasse une vraie saison entière titulaire, voir ce que tu peux en faire, ce qu'on va semblement faire avec Moscardo. Ousni, l'année dernière, le choix de partir au Qatar, plus la blessure, c'était complètement raté. Donc il a perdu 1 an quasiment. Mais ouais, les jeunes, il faut essayer de voir un peu ce que tu peux en trouver. Mais vu la concurrence, ils n'auront pas tous une place au club, quoi. En tout cas, il y a au minimum 13 joueurs à faire partir. Et allez, on peut dire 12. Si Danilo veut rester, on a dit qu'on lui laissait un ticket. Dans les recrutements autour de la table, les postes impératifs où il faut absolument recruter du côté du Paris Saint-Germain, parce que le mercato, il l'a dit, Luis Enrique, n'est pas terminé. Peut-être un joueur de couloir, en effet, histoire de vraiment avoir plus de possibilités, même si c'est vrai qu'avec le Désiré Doué qui est un peu, on va dire, on peut jouer à la fois s'insérer dans l'entrejeu, et j'ai l'impression que ça a l'air d'être l'idée aussi quand même de Luis Enrique de plus le faire jouer dans l'entrejeu que dans un couloir, mais disons que lui au moins il a cette possibilité d'évoluer à ces différents postes, ça c'est pas mal. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il faut un défenseur supplémentaire? Kipembe, on ne sait pas où il en est, comment il va revenir, s'il faut le vendre, si machin. Donc... Vous savez que c'est le nom que j'ai pas cité, hein. J'ai pas osé le faire. Hein. Mais mais à un moment, il faut se poser la question aussi, tu vois. Alors vend ou vend pas? Kipembe n'est pas vendable, il n'y a pas de marché pour lui. Oui, et puis en plus, il a prolongé son contrat a été prolongé jusqu'à la fin de l'année, cette année, pour qu'il puisse continuer sa rééducation. Donc je le vois pas partir. Mais... Ben voilà, donc ça aussi, ça fait partie des interrogations. Après, pour le reste, je trouve que l'effectif, là, tel qu'il est... moi, il y a des manques quand même. Ouais. Alors, si Pacho, il peut aussi dépanner arrière-gauche. Oui, c'est ça. Il n'y a peut-être pas besoin d'une doublure arrière-gauche. Si Pacho, il peut. Ouais, mais regarde, à gauche, si t'as Pacho, mais t'as aussi Beraldo qui peut jouer, qui peut dépanner à gauche quand Nuno Mendes n'est pas là. Donc à la limite, peut-être, ça va. Par contre, doublure arrière droit, pour moi, c'est primordial. Doublure centrale droit, dans l'hypothèse où t'as Skriniar qui s'en va, si tu fais sortir Danilo et Skriniar, il en faut un. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà. Enfin, pour moi, il n'y a pas de central droitier compétitif à part Marquinhos. Donc c'est un peu chiant quand même. C'est clair. Donc c'est un peu embêtant. Et il faut là l'offensif pour remplacer Ramos. Mais donc Lookman pour moi c'est top.
Et toi, de ton côté, Mathieu, aussi, ces 3 postes-là Mais ou, doublure arrière droit, c'est urgent pour moi. Doublure arrière droit derrière Hakimi, c'est urgent. Sans départ, il y a vraiment un joueur en défense à faire, si possible un joueur polyvalent, ça pourrait être bien. Tu vois, si tu arrives à trouver un joueur qui peut faire axe droit, latéral droit, une sorte de Lucas Hernandez droitier, peut-être un Benjamin Pavard dans l'esprit, tu vois, quelque chose comme ça. Oui, ça c'est important. Au milieu, j'ai le sentiment, même avec peut-être si Ugarte part, qu'on fera un autre joueur à vocation défensive, parce que si tu perds Ugarte et Moscardo, peut-être que tu auras besoin d'un joueur défensif en plus. Et devant, un joueur polyvalent, type Lookman, qui peut se balader sur tout le front de l'attaque. Donc pour moi, il te manque au moins 3 recrues, dont 2 polyvalents, pas forcément des titulaires, mais sinon, tu peux avoir un effectif extrêmement fragilisé à la moindre absence importante. Tu vois, si tu perds Hakimi, si tu perds Nuno, si tu perds Marquinhos, tu commences à vraiment rentrer très vite dans le bricolage avec des joueurs qui sont nuls derrière, quoi. En tout cas, on aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler dans une semaine. Tout pile, vous inquiétez pas. Le mercato sera encore ouvert et il y aura eu sûrement voire plusieurs départs et aussi des arrivées du côté du Paris Saint-Germain. On va terminer, c'est les 5 dernières minutes dans ce podcast et on va quand même se poser une question sur la course au titre, revenir sur ce qui s'est passé en championnat, la première journée. Alors, du côté de Marseille, j'ai chambré dans les titres, mais voilà, ils ont gagné 5-1 du côté de Brest, donc ils sont leaders du championnat. Certains potes et copains supporters de Marseille m'ont dit c'est bon, on peut arrêter le championnat, on s'arrête là. Stop the count. C'est ça. Premier, deuxième, ça leur va très bien. Ils vont le prendre en photo et certains vont se le faire tatouer sur le bras. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain, est-ce que ça va être plus compliqué cette saison pour le titre? Voilà, j'ai besoin d'avoir votre avis. On va faire un truc, les copains. C'est que on en a pour 5 petites minutes et notre ami Julien, voilà, il va falloir à un moment qu'il parte parce que l'info Thierry Henry. Ça commence un petit peu. Ça commence à chauffer. Vous ne voyez pas là dans le studio, peut-être pour ceux qui regardent pas en vidéo, mais son smartphone chauffe. Il y a les chefs qui appellent. Julien, justement, dans cette course au titre, est-ce que ça va être plus compliqué pour ce PSG? Est-ce que pour toi, là, sur ce que tu as pu voir ou pas, si tu as DAZN ou pas, est-ce que tu l'OM était sur Bein. Voilà, c'est ça. Donc tu as pu le voir. Oui, d'ailleurs, je t'ai vu en train de regarder cette rencontre. Est-ce qu'il y a des clients sur la ligne de départ et est-ce que toi tu penses que ça va être plus compliqué que prévu pour le PSG? Et des clients, il y en a tous les ans. Là, la grande différence, c'est que pour la première fois depuis 2017, il n'y a pas un joueur dominant au Paris Saint-Germain comme il y a pu l'avoir avec avec Neymar, Mbappé et Messi. Là, on a sur le papier, j'entends, un Paris Saint-Germain où tu as d'excellents joueurs, où tu as un effectif que personne n'a en Ligue 1, mais tu te dis, t'es pas à l'abri d'un petit coup de panne, etc. En fait, la seule variable, ça va être le PSG. C'est est-ce que Paris va être en capacité de rester performant tout du long, à avoir de la continuité dans les résultats, parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions, il y a des matchs en plus qui vont s'ajouter. Tu as des adversaires. Alors, Monaco, c'est pas spécialement renforcé, mais reste quand même une équipe pareil qui arrive à avoir de la continuité dans ses résultats. Lille, ça va dépendre aussi de la Ligue des Champions. En fait, finalement, peut-être l'équipe vraiment à surveiller, et je le dis pas comme ça, peut-être l'OM, parce que l'OM, il n'y a pas de Coupe d'Europe. L'OM, ils ont à chaque fois une semaine tranquille. Tranquille. Ils vont jouer le dimanche, le lundi, ils vont se reposer, puis après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hop, ils vont pouvoir se préparer. De Zerbi a l'air d'avoir les idées plutôt claires sur ce qu'il veut. L'effectif, alors... je ne sais pas avec quel argent, apparemment ça sort du Vieux-Port ou de la Canebière, mais ils ont eu les moyens de pouvoir construire une équipe compétitive. Greenwood on sait qu'il a des affaires derrière lui, mais sportivement, sur le terrain, face à Brest, le mec il est sur la photo sur les 5 buts. Je pense que si l'OM arrive à avoir des résultats, peut-être qu'on va se retrouver, tu sais, comme il y a 10-15 ans, des fois, où les deux sont à peu près au même niveau et ça va se chamailler jusqu'au classique où là, il y aura le juge de paix et voilà quoi. Mais ça serait bien pour la Ligue 1 en vrai. En tout cas, oui, c'est effectivement pour la Ligue 1, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as le droit de partir à tout moment? Désormais, tu peux décoller, mon Julien. Merci, bisous, merci. Allez, ciao. Et t'embrasses les chefs. Hein. Ta chef Marina, tu la salues de ma part d'ailleurs. Je sais qu'elle entendra ce podcast. Mathieu, toi de ton côté, est-ce que la course au titre s'annonce plus compliqué vu qu'on a plus ces joueurs dominants, ces patrons là qui vont tenir la baraque, ou est-ce que finalement ce PSG collectif, comme le demande Luis Enrique, ça peut peut-être être encore plus simple en championnat que les saisons précédentes?
Bon, je sais pas, ce sera plus compliqué ou plus simple. Déjà, il reste encore quasiment 3 semaines de mercato, donc les effectifs, ils vont bouger, je pense notamment chez nous. J'ai le sentiment que l'adversaire principal du Paris Saint-Germain, au-delà de lui-même, ça sera Monaco, qui a une équipe jeune, qui a un coach qui a trouvé la formule, qui a eu des résultats l'an dernier. Ils ont fait un mercato intelligent, même s'il n'y a pas de stars, mais c'est beaucoup de jeunes joueurs polyvalents. C'est vraiment une équipe de Bundesliga qui va vite, donc j'ai l'impression que c'est l'équipe la plus dangereuse sur le papier. T'as Marseille qui s'est renforcé, mais bon, ils ont changé beaucoup de choses. Mais oui, le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe, ça peut être bénéfique pour eux. Après, t'as Lille un cran au-dessous, Lyon un cran en dessous. Rennes qui a tout changé, il faudra voir, mais je suis pas sûr qu'ils puissent t'ennuyer dans la dernière ligne droite. Après, tu as des équipes qui vont s'effondrer. On voit que Brest, ça va être très compliqué. Donc, il y a vraiment 2-3 équipes avec lesquelles on va se battre. Et puis le reste, ça va être plus simple. Mais c'est bien d'avoir un championnat sans star. Et puis c'est bien aussi que Monaco, Marseille, ils aient le sentiment de pouvoir être champion. Comme ça va forcer tout le monde à être sur ses gardes et on ne pourra pas se relâcher, quoi. Très bien, ça j'aime, c'est effectivement ce point de vue-là. Est-ce que tu as le même, Romain, et toi? Est-ce que dans les équipes, il y a des équipes qui... Si on va même sur l'analogie des stars, 2017 a été la seule année du projet qatari où il n'y avait pas de stars. Puisqu'avant, il y avait Zlatan. Et jusqu'en 2016. Sur l'année 2017, c'était Cavani qui était le leader d'attaque de cette équipe, qui avait fait une saison de fou d'ailleurs, mais on n'est pas champion. Et à partir de 2017, c'est Neymar et Mbappé qui sont là. Donc c'est une saison vraiment différente, là, cette année qu'on va vivre. Maintenant, je pense très facilement que le collectif parisien, cette année, l'année 2 de Luis Enrique est un coach qui, dans son projet de jeu, a besoin d'une année d'adaptation pour ses joueurs, et on le voit, les 20 premières minutes de Gonzalo Ramos symbolisent très bien ça. Tu as besoin d'avoir des joueurs qui vont digérer le logiciel Luis Enrique et qui vont être encore plus performants cette saison. Donc pour moi, je pense pas que ça fera un pli. Maintenant, je ne me vois pas inquiété par d'autres équipes. Maintenant, les autres équipes, elles sont soit pour moi inférieures à ce qu'elles ont été la saison dernière, soit en reconstruction totale, avec un nouveau plan de jeu, un nouveau coach, ou un nouvel effectif, et parfois même les deux. Donc je ne nous vois pas inquiétés par ça. Par contre, je rejoins Mathieu sur les forces que vont pouvoir être ces équipes-là, qui vont nous challenger et nous permettre notamment d'aborder ces rencontres-là face à Monaco, face à Marseille, même face à Lyon, même s'ils ont pris 3-0 hier, face à Lille. Ça va être des matchs qui vont être charnières dans la saison pour savoir à peu près où on en est et comment on se comporte. Et donc, ça va être à nous de gérer sérieusement ces matchs-là. Et j'espère qu'on va pouvoir les gérer le plus sérieusement tout au long de la saison avec énormément j'ai envie qu'on dégage de la puissance. J'ai envie qu'on montre... moi, la sensation du premier but collectif au bout de 2 minutes là, face au Havre, histoire de dire, les copains, vous croyez que c'était fini, mais non, on est toujours là. C'est une sensation que j'ai adorée. Et j'ai envie de voir ça toute la saison. Donc je suis pas forcément inquiet, je suis pas forcément impressionné, même si je retire pas de mérite aux autres équipes qui ont réussi à se renforcer plutôt bien. Je retire pas forcément j'ai du mérite pour ces équipes-là, mais je me sens pas inquiété. En tout cas, le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est contre Montpellier, qui a fait match nul, 1 partout. Ce match sera à vivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris. Ce sera vendredi à 20h45. On va être abonné au match le vendredi à 20h45 ou le dimanche à 20h45 aussi. Et après, l'affiche sur BeIN, c'est à 17h, le samedi, si je me souviens bien. Juste pour vous rappeler que du côté du Paris Saint-Germain, vous avez vu dans ce podcast-là, bon, à part au tout début, on n'a pas parlé du joueur du Real Madrid, et ensuite derrière, on n'a pas encore parlé de Joao Neves, et on n'a pas parlé aussi de la recrue Désiré Doué, un tout petit peu Désiré Doué, mais on aura le temps, effectivement, car là, maintenant, il va falloir se dire au revoir.
Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un énorme merci à Romain Bédouc, à Mathieu Faure et à Julien Froment pour cette première de la saison 4 de 100% PSG, la tribune, le podcast. Vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des étoiles, bien évidemment. Ça fait remonter au classement. Ça, c'est Romain Bédouc qui est toujours très fort là-dessus pour nous expliquer comment ça marche. Mais en tout cas, n'hésitez pas, les petits commentaires, les petites étoiles pour remettre la machine en route et bien sûr partager un maximum sur les réseaux sociaux l'émission 100% PSG, la tribune. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'était peut-être en vidéo ou en téléchargement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et bien sûr débriefer l'actualité du Paris Saint-Germain. Salut, ciao, bye bye.